Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Monde en mouvement. Collection dirigée par Fabienne Le Houerou. Animée par un esprit académique rigoureux, la collection possède une ambition pluridisciplinaire qui va de l'histoire aux études visuelles en passant par l'anthropologie, la sociologie et la géographie. Elle s'intéresse en effet à différents mondes géographiques, Afrique, Asie, Moyen-Orient, Europe, Maghreb, dans une perspective globale et mobile. Elle s'adresse à un public très large afin de répondre à des questions contemporaines pointues sur lesquelles il n'existe que peu d'ouvrages. Monde en mouvement s'inscrit dans un contexte d'innovation et s'attache à saisir dans une écriture rhizomorphe les enjeux de connaissance d'un monde en pleine mutation. Déjà paru. Maya Benayed, le cinéma d'animation en Tunisie, un cinéma de la marge en contexte autoritaire 2019. Agathe Pluchut, Stratégie rebelle dans l'Afrique des Grands Lacs, 1981-2013-2018. Jacques Jawar Vignettzunz, Société de montagne méditerranéenne, Ouarsni Algérie, Jabal al-Agdar Libye, Rif Maroc 2017. André Martel, La Libye des Ottomans à Daesh, 1835-2016-2016. Fabienne Le Houerou, Filmer les réfugiés, cinéma d'enquête, études visuelles et subjectivité assumée, 2016. Pauline Guibaud, Boko Haram. Histoire d'un islamisme sahélien, 2014. Leila Bouasria, Les ouvrières marocaines en mouvement. Qui paye? Qui fait le ménage? Et qui décide, 2013. Agathe Pluchut, L'ONU face au génocide rwandais. Le silence des machettes, 2012. Périple au Maghreb est le premier ouvrage collectif de cette collection. Il nous invite à questionner les cohabitations plurielles de nos mondes contemporains. Dédicace à Philippe Cassuto. Professeur de classe exceptionnel à l'Université d'Aix-Marseille, spécialité études hébraïques et sémitiques. Exergue. Que se passe-t-il au contraire pour un livre fait de plateaux, communiquant les uns avec les autres à travers des micro-fentes comme pour un cerveau? Nous appelons plateau toute multiplicité connectable avec d'autres parties souterraines superficielles, de manière à former et étendre un rhizome. Nous écrivons ce livre comme un rhizome. Deleuze-Guattari 1980/33. Carte. L'Inde et ses pays frontaliers. Source. Raju India http://www.raju-india.com/inde-du-nord-tour-paquet.html /. 1. Prolégomène, une poussière d'exil rhizomorphe. Les exils à la fois sociaux, psychologiques, historiques, géographiques et culturels demeurent une thématique constante de mon travail textuel et visuel. Cet objet d'étude à la fois scientifique et artistique rend la question disciplinaire secondaire, car il renvoie à la notion de champ plutôt qu'à une inscription fixe dans une discipline en sciences humaines et sociales. Les exils sont souples et pluriels. L'exil est tout à la fois. Il est multiscalaire, multiculturel, noir et doré, il s'apparente au tout-monde d'Édouard Glissant. Un monde métis créé à partir des selles de la diversité. Le livre de Glissant Tout Monde fut inspiré par l'ouvrage de Deleuze et Guattari, 1000 plateaux, 1980, évoquant le rhizome comme quintessence d'une pensée englobante où tout s'enchevêtre à l'image d'une indomptable broussaille. Il est question d'une pensée qui récuse la souche unique de l'identité, Glissant 1993/185. Magnan, rhizome, figuier maudit. La même désordonnance du chaos, sous des espèces identiques et dissemblables, Glissant 1993/63-64. Photo 1. Figuier Bagnan. Copyright photo Éric Masson. Avril 2012, https://www.routar.com/guadeloupe/14097-figuier-bas-bagnan.htm. La beauté de l'enlacement des disciplines est une notion défendue dans des approches filmiques, où la connaissance pure ne s'inscrit jamais comme l'antithèse de la poésie. La poésie inhérente à la science faisait dire à Marie Curie, « La science est belle ». Au cœur de cette beauté se trouvent les souches multiples de la science et ses kyrielles de pollen,
que tout scientifique devrait butiner en liberté. Les politiques scientifiques, qui émanent également des organisations de chapelles disciplinaires, ont toujours été réticentes à cette cueillette polyvalente en dépit des injonctions des instances des différentes directions du CNRS. Toutes, depuis 30 ans, font l'éloge de la pluridisciplinarité mais se heurtent au lopin de terre des possédants disciplinaires. Ceux qui exercent sur une matière, histoire, géographie, économie, ethnologie, etc., une hégémonie notariale. Une commission de spécialistes s'insurgeant contre le vagabondage scientifique et défendant l'enracinement disciplinaire comme un facteur de compétence et de stabilité. Si l'on est cinéaste, on ne peut pas être historien. Combien de collègues ne m'ont-ils pas déclaré qu'il existait des antinomies et des exclusions sur lesquelles on ne pouvait pas liarder, interprétant toute tentative de butiner des fleurs au pollen varié comme une mutinerie. Ironie de l'histoire, certains de ces détracteurs se trouvent aujourd'hui dans des positions de pouvoir, en situation de défendre de la transdisciplinarité dont ils m'accusaient. Les conflits, les haines, les insultes sont les versants noirs de la science. Ces descentes vers les pentes sombres ne se rapportent qu'aux positions de pouvoir et de cumul du capital symbolique de gratification, médailles, prix et subventions. On éloigne le rival pour imposer ses propres orientations, on le dirige, on le brise et le contraint à se taire. L'innovation, la pertinence et le rayonnement scientifique ne pèsent pas dans cette action qui prescrit un axe, une injonction, une vision, une direction. Un rituel de pensée. Plus une personne est peu imaginative dans sa propre discipline, plus elle aura à cœur de s'imposer dans la hiérarchie afin de briser le vagabond, le migrant et imposer un ordre figé, conduisant progressivement à un certain triomphe de la pensée hégémonique. Force est d'observer et d'admettre que la culture n'est pas séparée de la hiérarchie sociale, ni de l'histoire, ni de la géographie ou de l'économie. Il existe une imbrication que la science s'interdisait de penser, tant elle était préoccupée de mieux classer et séparer. Maurice Godelier exprime cette idée d'une science en lien avec une multitude de connaissances, comme une évidence qui s'impose sur le terrain. On ne peut découper une société, mais étudier les rites sans étudier la parenté, sans étudier les investissements que les gens dans la vie font de leur connaissance des mythes, n'est pas possible, vous comprenez. C'est la raison pour laquelle il faut savoir un peu tout faire. Voir Matthieu 2014/64. Cette évidence du terrain est difficile à saisir pour un rationnel administratif centré sur des protocoles d'action bien huilés. Or, faire un film exige une foule de compétences aussi bien techniques qu'artistiques et scientifiques. Cela exige du chercheur un bricolage, au sens de Lévi-Strauss, qui se moque du fixisme administratif des fiches techniques. Depuis 30 ans, la recherche sous l'influence de l'université n'a cessé de bureaucratiser ses modus operandi en cassant les tâtonnements expérimentaux et les voies discordantes avec toujours une même stratégie. Couper l'équipe ou le chercheur de ses financements pour le contraindre à cesser ses expériences. Jeanne Favret-Saada explique fort bien, dans un entretien filmé facile d'accès, que ses travaux sur la sorcellerie ont provoqué une levée de boucliers au sein de sa discipline. Des collègues ayant le pouvoir de la museler lui ont coupé tous ses financements, la contraignant à ne poursuivre ses recherches de terrain que dans un abandon relatif. Le soutien pécuniaire est le nerf de la guerre scientifique, et c'est par cette arme que les agents en quête de domination ne finissent pas d'assujettir en se plaçant au carrefour des distributions et redistributions, en articulation avec la liberté d'action qu'apporte l'argent. Les financements permettent les recrutements, la formation d'équipes, etc. Pour bâillonner une voix discordante, il suffira de couper le robinet de la subvention, et la recherche s'éteindra sans l'ombre d'une guerre ouverte. Dans une violence feutrée et muette propre aux milieux académiques. Jeanne Favret-Saada, dans l'entretien filmé cité ci-dessus, évoque, de la 24e minute jusqu'à la fin de cette interview, qu'invité à exposer ses travaux sur la sorcellerie dans son laboratoire d'ethnologie à l'université de Nanterre, ses collègues anthropologues sont scandalisés car dans sa relation à son terrain, Jeanne Favret-Saada inverse le rapport d'argent. En effet, ce sont les ensorcelés interviewés qui la paient. Première déviant. Elle laisse aux paysans une libre parole, et ce sont ses interlocuteurs qui conduisent leurs entretiens. Elle confère aux personnes entendues un vrai pouvoir et une autorité, celle de se dire et de se définir.
Cette seconde déviance provoque également un mouvement d'indignation épistémologique. Pour mes collègues anthropologues, ce n'est pas de la science, je laisse les indigènes parler, ils ne savent pas où cela va. Cela ils ne peuvent pas supporter. À l'époque à Nanterre, cela fait scandale. On refuse de me donner le moindre soupe pour travailler sur le terrain. Mes meilleurs amis. Jeanne Favret-Saada 2018, dans la même série d'entretiens, livre 4, minute 25, https://www.youtube.com/watch.v=antnacozb8. Dans cet entretien de 2018, réalisé par une production belgo-canadienne, mise en ligne en 2019, l'anthropologue est déjà à la retraite depuis longtemps et se trouve en situation de liberté de parole sans risque de retour de bâton, par ceux qui l'ont empêché de travailler. Tout est dit du rapport des anthropologues avec les gourous de la discipline, qui, membres de commission, ont les clés de la bourse et décident des travaux autorisés de ceux que l'on doit vouer aux gémonies. Ils ont le pouvoir de trier et d'exclure. Un fonctionnement très courant au CNRS et à l'université en France et ailleurs. Jeanne Favret-Saada, dans la même série d'entretiens, affirme : je continue quand même. Au même moment, j'en parle à des psychanalystes. Pour eux, la façon dont je procède est évidente, absolument. Oui, être en relation avec autrui, c'est le laisser aller où il veut et ne pas décider d'avance ce que cela veut dire. Du coup, je me mets à lire beaucoup Freud. Favret-Saada 2018, livre 4, minute 25, https://www.youtube.com/watch.v=antnacbos8 . On appréciera ici la brutale honnêteté de l'intellectuel qui dit les choses en toute clarté. Elle affine son analyse dans le livre 7 intitulé Sortir de l'anthropologie pour en faire lorsqu'elle évoque commencer à faire de l'anthropologie à l'extérieur de sa discipline. Sa bidisciplinarité est ainsi condamnée par ses pairs, et en continuant ses travaux, elle se met en posture d'outsider, posture qu'elle qualifie elle-même comme étant hors de l'anthropologie. Il est question ici d'exclusion pure et simple avec toute la violence symbolique qui l'accompagne, mais celle-ci n'arrête pas la chercheuse. Je continue quand même, dit-elle. Il y a dans ce quand même toute la détermination et la valeur courage d'une universitaire qui ne se laisse pas abattre par l'ostracisme dont elle est l'objet dans sa propre famille intellectuelle, mes meilleurs amis, dit-elle, et qui approfondit la lecture psychanalytique de son objet d'étude qui n'était au départ qu'un objet anthropologique stricto sensu, la sorcellerie. Si j'insiste sur la narration filmée de Jeanne Favret-Saada, c'est bien pour éclairer mon propos sur les résistances à l'œuvre, lorsqu'il s'agit d'emprunt aux autres sciences des outils de compréhension d'une discipline qui ne sont pas ceux usités traditionnellement par la spécialité dans laquelle vous avez obtenu vos diplômes. Car c'est bien de l'organisation de la science dont il est ici question. Le vagabondage scientifique gêne les chapelles domaines, car cette liberté se tisse en dehors du contrôle scientifique exercé par une discipline. Aussi les entraves à la pluridisciplinarité sont-elles inhérentes à l'organisation de la science. Le transdisciplinaire, censé dépasser les frontières, les traverser, est ainsi interprété comme un risque majeur pour l'identité disciplinaire. La seule vraie réponse à ces ostracismes politiques est de créer des commissions pluridisciplinaires valorisant les travaux scientifiques pluriels, car, sans une réponse institutionnelle des universités et du CNRS, l'invitation à la pluridisciplinarité ne sera que très partiellement honorée. Une jolie lettre morte ou un essai de fin de carrière pour des chercheurs ne souhaitant pas risquer leur prise de jalon dans l'exercice de leurs fonctions. Or, certains objets scientifiques sont par nature polymorphes. L'exil est pluriel par essence. C'est un exemple d'un champ d'étude qui ne supporte pas la prison disciplinaire. Il ne souffre pas d'être réduit à une unicité totalisante, et exige une herméneutique qui fasse voler en éclats une illusion d'homogénéité. L'exil est un rhizome, un banyan, une orchidée. L'orchidée est la forme rhizomorphe. Les orchidées possèdent un rhizome rameux qui peut être dépourvu de racines. Les orchidées épiphytes détiennent un rhizome avec des racines aériennes et souvent des renflements situés au bas des tiges. Photo 2. Racines aériennes. Copyright photo Fabienne Le Houerou. Les hyménoptères, abeilles, guêpes, frelons, servent d'agents dans la reproduction des orchidées et des fleurs en général. En butinant sur les fleurs,
Ils chargent leur tête de masse pollinique qu'ils transportent sur les organes femelles. Des phénomènes d'irritabilité viennent complexifier cet acte de pollinisation. L'insecte qui butine se retrouve ainsi emprisonné par une contraction de la crête du labelle. Il est contraint, pour s'enfuir, de passer par une ouverture située près de l'anthère. De nombreuses orchidées, dont 21 espèces dans le genre Ophrys, attirent chacune un insecte spécifique, généralement des abeilles, des guêpes ou des mouches, par l'odeur ou par leur labelle mimant la morphologie du pollinisateur. Les mâles, lors de la visite des fleurs, adoptent face à ce leurre sexuel, leurre visuel et olfactif, un comportement d'accouplement, la pseudo-copulation qui conduit à un dépôt de pollen. Lorsque Deleuze illustre le phénomène de calque et de déterritorialisation, il s'appuie sur le couple guêpe-orchidée. L'orchidée se déterritorialise en formant une image de la guêpe, un calque, mais la guêpe à son tour en transportant le pollen reterritorialise l'orchidée. La guêpe et l'orchidée font rhizome en tant qu'hétérogènes, voir Deleuze, Guattari, 1989/20. Le graphisme de l'orchidée est assez représentatif d'une pensée qui déborde de son contenant. C'est une des rares fleurs dont les racines outrepassent le périmètre du pot. Les bases aériennes captent l'humidité ambiante et les particules organiques en suspension pour se nourrir. Les radicelles ont besoin de recevoir la lumière tout comme les feuilles de l'orchidée. La métaphore de l'orchidée me permet ainsi d'illustrer la fonction nourrissante de la pluridisciplinarité, où toute science est dépendante d'une autre et accuse réception de la lumière d'une autre science. L'exil est comme un tout, telle l'orchidée et ses racines aériennes débordantes. En submergeant son contenant, l'orchidée affirme son caractère envahissant. Nous sommes fatigués de l'arbre. Nous ne devons plus croire aux arbres, aux racines ni aux radicelles, nous en avons trop souffert. Toute la culture arborescente est fondée sur eux, de la biologie à la linguistique. Au contraire, rien n'est beau, rien n'est amoureux, rien n'est politique sauf les tiges souterraines et les racines aériennes, l'adventice et le rhizome. Deleuze, Guattari, 1989/24. La théorie du rhizome, développée par Gilles Deleuze et Félix Guattari, est un modèle descriptif épistémologique qui inverse le modèle de subordination. Il renverse toute hiérarchie et incarne la French Theory. Il s'agit d'une structure évoluant en permanence, dans toutes les directions horizontales, dénuée de niveaux. Le schéma du rhizome s'oppose à la hiérarchie en pyramide ou arborescence, incarnée par la forme de l'arbre. La théorie s'inspire des travaux mathématiques sur les fractales mais sera appliquée à la philosophie, aux arts ainsi qu'en sociologie, en études politiques. Le rhizome porte en lui une part de désordonnance et invente un système déconstruisant le schéma pyramidal, comme celui de la plupart des organisations, partant du principe que tout élément peut influencer sa structure quelle que soit sa position. Quand le colibri imite la fleur pour attirer les femelles. La fleur et le colibri forment un modèle rhizomorphe. Le colibri et la fleur qu'il butine offrent une illustration parlante du système rhizomorphe. Il est question d'un couple interdépendant sur le plan alimentaire. Le colibri ne va pas au hasard d'une fleur à l'autre. Ce petit oiseau se nourrit du nectar et mémorise ses incursions florales, afin de ne revenir vers les fleurs qui l'intéressent qu'au moment opportun. La symbiose du colibri avec les fleurs est telle qu'elle va jusqu'à impacter la forme du colibri qui se pare de la beauté des fleurs et arbore des couleurs chatoyantes de fleurs ailées. L'oiseau prend la forme d'une fleur et s'affuble des propriétés florales pendant la période des amours, où ses plumes autour de la tête adoptent la morphologie d'un masque pourpre. L'oiseau fait gonfler sa gorge écarlate dans une parade nuptiale. Telle la guêpe qui, en tant qu'agent de pollinisation, adopte des formes calquées sur les fleurs dans un rapport de symbiose mimétique avec le nectar butiné. Le couple colibri-fleur est donc structurellement un système rhizomorphe mimétique. Photo 3. Colibri à gorge rubis mâle sur des fleurs de pentas. Source: Rick from Alabama, Flickr. La nature offre de nombreuses associations de type rhizomorphe tel le lézard rose de Tasmanie, qui prend la forme d'une fleur. L'observation empirique de la faune et la flore demeure une inspiration constante pour toutes les sciences. Les écritures imagétiques et textuelles nous invitent également à comprendre leur rapport à la fois mimétique et complémentaire dans une relation interdépendante à la manière d'un couple. Un couple qui fait système,
soudés par des dépendances alimentaires réciproques. La relation texte-image est rhizomorphe. Lorsque les mots sont porteurs d'images et que les images charrient des mots. À l'instar de la guêpe, de l'orchidée, du colibri ou de l'iris, l'interaction image-texte procède d'un rapport rhizomorphe. Elle a, comme pourrait le dire Deleuze, plusieurs entrées. Ce qui caractérise l'écriture rhizome, c'est une multiplicité des entrées que Deleuze compare à des terriers de rongeurs avec un dédale de galeries et une kyrielle d'ouverture, 1989/13. Le texte de Deleuze et Guattari insiste sur 3 notions, qui seront largement reprises dans les sciences humaines. 1. L'agencement. 2. La multiplicité des centrées. 3. L'hétérodoxie. La stratégie narrative des renvois. Pour illustrer ce plan horizontal que peut former l'écriture visuelle couplée avec le texte, je vais prendre l'exemple d'un récent article publié en décembre 2019 aux éditions Liferlag où le texte renvoie à des scènes filmiques. Dans cet article et dans d'autres travaux, le texte transporte dans un ailleurs imagétique par des liens raccords à des moments filmiques. Ces liens impactent l'écriture du texte car ces derniers dépassent le statut d'illustration et engendrent mutis mutandis, une nouvelle germination. Aussi, il n'est plus question de parler de complémentarité image-texte mais de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.